Nous allons maintenant écouter le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant M. Jean-François Carinco. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de saluer Michel Rocard, notre Premier ministre. Cher Michel, saluer Michel Dantin, saluer Martin Guespreau, saluer Catherine Chabot, bien sûr, saluer M. Chabrol qui doit être là. Tous les responsables et tous les responsables, saluer M. Fayen, le président de l'agence, les remercier d'organiser tout cela. Et je voudrais vous dire quelques mots. En 2012, le Forum mondial de l'eau à Marseille a été accueilli grâce à l'action de l'agence de l'eau. Ce colloque montre aujourd'hui que cette agence est une des agences moteurs dans notre politique de l'eau en France. Mais si nous pouvons être fiers de la politique de l'eau, nous devons être conscients qu'il nous faut l'améliorer si nous voulons que cette politique de l'eau perdure. Ne jamais être satisfait. Ne jamais être satisfait parce que sinon, nous ne répondrons pas aux menaces et notre système ne fonctionnera pas. Les enjeux, les menaces, quels sont-ils? Quelles sont-elles? L'eau, c'est une évidence, c'est la vie, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Je crois qu'il faut dire c'est l'eau qui unit, c'est l'eau qui nourrit, c'est l'eau milieu de vie, et c'est aussi l'eau qui menace. Sur chacun, il nous faut travailler, il nous faut nous approfondir. L'eau qui unit, c'est une évidence. Les fleuves ont toujours été des voies de communication, et donc, c'est au bord des fleuves que s'est créée la civilisation. L'histoire du Rhône, qui coule si proche de nous aujourd'hui, en est la parfaite illustration avec la création de la ville de Lyon, à la confluence de la Saône et du Rhône. De par ses caractéristiques, l'eau est une ressource indispensable à tous. Attention à ce que personne ne se l'accapare. L'eau est un bien public qu'il est nécessaire de gérer et dans cette gestion, les enjeux de transport et donc de gouvernance publique sont essentiels. C'est un des piliers de nos sociétés de communication. Deuxième sujet, l'eau qui nourrit. L'eau est un facteur de production évident et essentiel pour l'alimentation. Elle contribue à satisfaire les deux besoins essentiels de l'humanité, boire et manger. Pour ce faire, elle doit donc être disponible en quantité et en qualité. La préservation de ces caractéristiques est un des enjeux essentiels. Plus largement, au-delà de l'agriculture, au-delà de la nourriture, de l'alimentation, l'eau est essentielle à la quasi-totalité des activités économiques, que ce soit pour les process de transformation ou pour la production énergétique. Prenons l'exemple du Rhône qui, là encore, est éclairant. Sans eau dans le Rhône, il n'y a pas d'électricité en France. J'ai souvenir d'un jour du mois de juin 2011 où il n'y avait plus que 70 mètres secondes d'eau dans la Saône à Lyon. J'ai souvenir d'un autre jour où nos amis genevois ont restreint, parce qu'ils avaient besoin d'eau, le débit du Rhône à la sortie du lac Léman. Ce jour-là, je peux vous dire que dans mes responsabilités, j'ai eu extrêmement peur. L'eau milieu de vie, nos fleuves, nos rivières, les zones humides sont à l'évidence, et chacun le sait maintenant, les réservoirs de la biodiversité. Et elle est menacée, Catherine Chabot le disait. Elle est plus que menacée, elle est attaquée, elle est détruite jour après jour. Et la consommation du foncier dans ce sujet-là, consommation du foncier naturel, est à l'évidence le phénomène le plus inquiétant. En 10 ans, la région Rhône-Alpes a vu artificialiser l'équivalent de la surface agricole utile du département de la Savoie. C'est considérable. Il nous faut absolument stopper cette érosion. Et dans ce cadre-là, plus spécifiquement, la préservation des milieux aquatiques et des zones humides et des forêts est essentielle pour préserver
l'ensemble de nos systèmes écosystémiques, mais l'accès à l'eau, l'existence même de l'eau, me semble-t-il, dans les fonctions que je viens de décrire, est liée à la protection du foncier, à la protection de la biodiversité. J'ai l'habitude de citer souvent le gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Je vous invite tous à lire ce livre qui est le fondement de la prise de conscience de l'eau dans les Antilles, c'est dans les années 50. Il nous faut donc travailler à tout ce qui peut être fait pour préserver les capacités de stockage naturel, de filtration, d'épuration. Et ce matin, l'exposé de l'architecte qui était là était tout à fait intéressant. Mais cette protection des zones humides, c'est aussi un sujet économique. Il revient à l'évidence beaucoup moins cher de préserver les zones humides à l'amont des captages plutôt que d'installer bêtement et mécaniquement des usines de retraitement à l'aval des captages. L'eau milieu de vie, mais l'eau qui menace. L'eau présente effectivement un côté sombre. Et malgré tous nos efforts, le risque d'inondation est une réalité. Voici 10 ans, les importantes inondations dans le sud du bassin à Arles ont été un rappel tragique de la puissance de la nature. Régulièrement, comme récemment dans les Pyrénées ou en Allemagne, des exemples nous rappellent à notre obligation de mener avec vigueur, rigueur et exigence une politique de gestion du risque. Ça ne veut pas dire artificialiser le fleuve, c'est toute la difficulté. Les digues protègent mais détruisent. Là est l'équilibre à trouver. Et ce matin, j'étais chafouin. Dans un exposé, on disait comment on fait pour éviter les destructions de maisons. Il y a un système simple, c'est de ne pas construire en zone inondable. C'est aussi simple que cela, nos anciens le faisaient. Pourquoi aujourd'hui la spéculation foncière ? Pourquoi aujourd'hui la petite puissance de pouvoir et d'expansion fait que nous mettons la vie de nos enfants, de nos parents, de nos amis en danger ? Le plus simple pour éviter le risque d'inondation, c'est de l'anticiper, c'est de réserver les inondations à l'amendement agricole et de ne pas construire en zone inondable. Mais ce n'est pas un rôle de préfet qui est très apprécié d'une partie de la population, d'une partie des responsables. Je le fais avec courage, mes collègues le font dans le bassin avec courage. Et puis l'eau, c'est peut-être une menace plus insidieuse. L'eau, c'est le vecteur idéal de la pollution. Catherine Chabot nous a dit un mot de la pollution, j'allais dire organique, sur des matériels, des matériaux, mais vecteur de pollution chimique, vecteur de pollution biologique. Elle est donc au cœur des enjeux de santé-environnement. Et dans toutes ces fonctions, il y en a une qui a une menace qui est à part, qui est bien décrite. Maintenant, c'est le changement climatique. La réalité est indéniable et pourtant, certains font semblant de douter encore. Semblant pour protéger quelques intérêts court-termistes. Nous en constatons les effets. Toutes les projections concordent. Et elles sont de plus en plus étayées, elles sont de plus en plus inquiétantes. À l'échelle d'une vie qui est la nôtre, nous avons vu les bouleversements, nous avons vu les changements. Il faut saluer l'important travail que j'avais demandé avec Michel Dantin à l'Agence de l'eau pour quantifier et caractériser les enjeux sur le bassin, il y a 1 an. Un colloque dressait ce constat. Concrètement, pour bien imaginer les choses, aujourd'hui, Lyon connaît le climat d'Avignon il y a 30 ans. Voilà. Et nous, c'est plus facile, on est en climat tempéré. Quand on passe de Lyon à Avignon pour le climat, ça va. Quand on fait le même kilométrage au sud de la Méditerranée, c'est plus compliqué. Concrètement, je suis convaincu, je ne sais pas si c'est les oliviers, mais en tout cas les cerisiers se cultiveront dans pas longtemps dans la vallée de Chamonix. Et le débit du Rhône
diminuera de 30% à l'étiage, de manière durable. Nos sociétés, face à cela, oscillent entre le déni, la paralysie et la peur de l'ampleur de la tâche. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile d'être long-termiste plutôt que court-termiste. Parce que cela veut dire qu'on doit prendre conscience de l'immensité des investissements, de l'immensité de la mobilisation de toutes les composantes de notre société. Et tout ça est encore plus difficile quand tous nos repères sont faussés. L'eau, dans toutes ses fonctions, je viens de le dire, c'est quelque chose d'indispensable, de convoité, Michel Rocard le rappelait, et de très fragile. Dès que l'homme fut homme, pour avoir la paix, au vrai sens du terme, il a fallu et il faut une gestion et un partage. Notre société dispose bien évidemment, ici en France, en Europe, d'une politique de l'eau héritière de siècles de vie commune, mais réfléchissons quelques instants à la qualité et à la durabilité de ce modèle. On dit, merci Monsieur le Premier ministre, que la politique de l'eau est exemplaire. Elle vous doit beaucoup. C'est en effet une politique essentielle, simple et efficace. Essentielle car elle semble, elle tente, et elle le fait plus ou moins, plutôt plus que moins, de répondre à l'ensemble des enjeux dont nous avons parlé. Elle est simple, elle est à peu près lisible. Notre modèle est basé sur quelques concepts assez simples. La logique de bassin, de sous-bassin, c'est le socle des modalités d'intervention et elle veut mobiliser les forces à l'échelle pertinente d'un point de vue physique. Le principe pollueur-payeur, qui permet de responsabiliser les acteurs, et puis la transparence de cette politique. La gouvernance et les responsabilités ne sont pas diluées, et cette politique veut associer toutes les parties prenantes, que ce soit au sein des comités de bassin ou des instances locales. Tout cela est une vraie réalité, et c'est dans ce cadre que la gestion de l'eau se conçoit et est portée comme un projet de territoire. Elle est assez efficace, parce qu'elle est financée sur un mode particulier, et que d'autre part, notamment au travers des préfets de bassin, des outils réglementaires puissants ont été mis en place. Le principe « l'eau paye l'eau » est également très clair et très lisible. C'est un gage de mobilisation et de confiance. La mobilisation financière via les redevances et les organismes associés, les agences de l'eau, constituent une des forces de notre modèle. Nous pouvons donc en être fiers et fiers de sa mise en œuvre. Il a ses grandes qualités et il produit des résultats. Mais il convient de le préserver et donc de l'améliorer. Les débats d'aujourd'hui, les exemples d'aujourd'hui appellent tous à cette préservation, à cette amélioration. Les conclusions de la conférence environnementale qui s'est tenue à Paris confirment l'attachement du gouvernement et des parties prenantes à ce modèle. L'ambition d'améliorer ce modèle a été réaffirmée. Alors, quelles sont les voies d'amélioration ? D'abord, la vérité, parler vrai, ne pas avoir peur d'affronter la vérité. Ce n'est pas faire du sensationnalisme que de dire ce que j'ai dit. De dire que l'eau sera rare, de dire que les dérèglements climatiques sont là, de dire que les conflits d'usage seront de plus en plus présents. Dire la vérité, c'est le premier sujet. En effet, les enjeux quantitatifs nous invitent à nous mobiliser, Catherine Chabot le disait, Premier ministre aussi, pour la chasse au gaspillage et à la recherche de la plus grande efficacité dans l'usage de l'eau. L'entretien de nos réseaux, ma secrétaire s'est trompée, il fallait écrire bien d'adduction d'eau, elle a écrit d'addiction d'eau, mais elle n'a pas eu tort. Bien qu'invisible est un enjeu majeur.
Il nous faut traiter les questions de gaspillage par les fuites dans nos réseaux. 50, 60, 80% dans certaines communes. 80%. Comment peut-on décemment accepter ça et se cacher la vérité? De même, il me semble particulièrement important de promouvoir les approches de gouvernance collective. Il s'agit, je le dis à mes amis agriculteurs, de la question des ZRE, zones de répartition des eaux. Comment certains d'entre eux ne voient-ils pas que ces zones de répartition des eaux sont simplement faits pour eux, et pas contre eux? Et ce d'autant plus que dans le bassin, chaque fois que nous créons une ZRE, nous essayons de créer des organismes uniques de gestion collective confiés précisément au monde agricole. Ces démarches constituent à l'évidence une opportunité pour la consolidation économique des exploitations agricoles et il s'agit bien, c'est le titre du colloque, de projets de territoire. Quant à la question des retenues collinaires, c'est un vrai sujet qu'il nous faut aborder de fond. Nous avons, dans le département du Rhône, essayé une expérience. Elle est plutôt positive. Mais on ne peut pas admettre, d'une part, de détruire le linéaire des zones humides. Je suis d'accord. On ne peut pas non plus admettre de laisser partir à la mer des quantités d'eau qui, si elles restaient, seraient la survie du territoire. Des équilibres existent, ils doivent être trouvés, et il faut que chacun, sur ce sujet-là, agriculteurs et écologistes, mette leur drapeau idéologique dans leur poche. En termes de qualité, la préservation des captages prioritaires est une bonne approche, et elle connaît un succès mitigé mais certain sur le bassin Rhône-Méditerranée. Il nous faut poursuivre les efforts. En ce qui concerne les milieux, l'expérience du lac du Bourget, cher Michel, est une très bonne expérience pour la préservation des zones humides. Elle peut constituer un modèle permettant d'atteindre des objectifs, des réussites dans le cadre d'un projet de territoire. En tout cas, l'objectif de préserver efficacement les zones humides prioritaires est indéniable, mais nous ne tiendrons pas, lors de la révision du prochain SDAGE, la règle du 2 pour 1 si nous ne savons pas être intelligents. Je suis d'accord avec les agriculteurs quand ils crient à la double, voire à la triple peine, puisque, en général, les infrastructures se font sur les terres agricoles. Une première compensation sur les terres agricoles, c'est le 1 pour 1, et une deuxième compensation, c'est le 3 pour 1 du SDAGE. C'est mieux que Wilkinson, ça rase 3 fois. Il nous faut trouver les solutions, parce que sinon, cette règle impérative du 2 pour 1, et moi je m'y engage dans l'élaboration du SDAGE, disparaîtra face à la contestation. Donc nous sommes en train, avec les agriculteurs, avec les organisations écologiques, de trouver, avec le comité de bassin, de trouver des solutions pour permettre ce développement raisonnable. Par ailleurs, la perspective de la création d'une nouvelle compétence inscrite au projet de loi sur les métropoles est intéressante, c'est la compétence dite GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et préservation des inondations, permettra de trouver des maîtres d'ouvrage. Comme toute compétence nouvelle, il conviendra de prêter une extrême attention, une extrême sélectivité dans l'application. 2 derniers enjeux me semblent essentiels dans la perspective du changement climatique, la préservation des ressources stratégiques et la lutte contre la consommation du foncier. Ce sont 2 sujets extrêmement importants. J'insiste surtout sur le fait, et c'est ma conclusion, que la préservation du foncier et la lutte pour la quantité et la qualité de l'eau sont exactement les mêmes combats. Il n'y a pas de préservation de l'eau sans préservation du foncier. Et ceux qui luttent pour l'un en combattant l'autre n'ont rien compris au fil de l'histoire. Pourtant, à travers ce message qui peut paraître un petit peu
un petit peu trop attentif aux risques qui sont les nôtres, que nous devons affronter, parfois pessimistes, se veut un modèle optimiste. Mais l'optimisme, ça consiste d'abord par regarder en face la réalité qui est là, par dénoncer tous ceux qui ont les yeux fermés, tous ceux qui pensent que soit cela n'a pas d'importance, soit qu'il est déjà trop tard. Il n'est pas trop tard si nous savons nous rassembler. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet.